Tout commence par un déplacement des contrats et, avec eux, l'or suit ce mouvement. Au Burkina Faso, la nationalisation partielle, les audits des concessions et la chasse aux arriérés fiscaux déplacent la valeur vers l'État. 18 milliards de dollars de recettes annoncées, une production dite stable, puis 70 tonnes revendiquées l'année suivante, soit plus 20% malgré le scepticisme initial, les craintes de désinvestissement et l'ombre d'une incertitude pour les investisseurs, tandis que les autorités promettent santé, éducation, infrastructures et emplois ruraux. Alors, que signifie réellement ce virage, alors qu'Ibrahim Traoré est aux commandes? Et pendant ce temps, tout le Sahel observe et calcule lui aussi le prix politique. Ce récit promet plus qu'une chronologie minière. Il propose une clé de lecture pour comprendre comment un État tente de reprendre la main sur une ressource stratégique sans provoquer de choc immédiat. L'enjeu pour le lecteur est simple: savoir si ce basculement peut produire des effets concrets et durables sur les finances publiques, les services essentiels et la stabilité économique. À travers le cas burkinabé, la question dépasse l'or lui-même. Elle touche à la crédibilité d'une méthode fondée sur des audits, des chiffres recomptés et une renégociation des règles du jeu, plutôt que sur un affrontement frontal. Avec Ibrahim Traoré au centre du dispositif, le pari consiste à transformer une correction comptable en levier politique. Reste à voir si cette promesse résiste au temps, aux pressions extérieures et aux limites internes. En quelques mois, un indicateur a surpris les observateurs. 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or ont été annoncés sur une seule année, un niveau inédit pour le pays. Dans le même temps, la production déclarée ne s'est pas effondrée après la nationalisation partielle. Elle est restée stable avant d'être annoncée à 70 tonnes, soit plus 20% l'année suivante, contredisant les prévisions les plus pessimistes. Ce mini révélateur sert de point d'entrée pour comprendre le basculement engagé sous Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, l'or burkinabé suivait une trajectoire presque automatique: concessions accordées à des entreprises étrangères, exportations massives, retombées locales limitées et dépendance structurelle aux financements extérieurs. La souveraineté économique restait largement déclarative, rarement mesurée par des lignes de compte vérifiables. La rupture n'a pourtant pas pris la forme d'un affrontement spectaculaire. Elle s'est construite par une série de décisions administratives et comptables, souvent peu visibles, qui ont déplacé le centre de gravité du secteur minier. La nationalisation partielle n'a pas signifié une fermeture brutale aux acteurs extérieurs, mais une redéfinition des termes. Part accrue de l'État, audit systématique des concessions et récupération d'arriérés fiscaux longtemps ignorés. Ces audits ont mis au jour des volumes sous-déclarés et des coûts gonflés, ouvrant la voie à une correction présentée comme méthodique plutôt que idéologique. Dans ce cadre, l'or cesse d'être seulement un produit d'exportation pour devenir un instrument de négociation et de souveraineté mesurable. Les autorités parlent d'une approche pragmatique: compter d'abord, discuter ensuite. Le contexte régional du Sahel renforce la portée de cette méthode. Instabilité politique, pression sécuritaire et fragilité des finances publiques rendent chaque choix plus risqué, mais aussi plus stratégique. Sous Ibrahim Traoré, l'expérience burkinabé est ainsi présentée comme un test. Un État peut-il reprendre la main sur un secteur clé sans provoquer un effondrement économique immédiat? La question laissée en suspens est centrale. Ces chiffres signalent-ils un simple pic conjoncturel ou le début d'un changement durable du rapport de force? Le premier personnage repère de cette séquence n'est pas un dirigeant ni une entreprise, mais l'administration elle-même. Longtemps perçue comme faible face aux multinationales minières, elle devient, après la nationalisation partielle, l'instrument central de la réforme. Des équipes locales sont chargées de passer au crible les concessions,
volume déclaré, d'exploitation, régimes fiscaux. Le résultat immédiat n'est pas une explosion de la production, mais un changement de posture. L'État se présente désormais comme un arbitre actif, capable de vérifier, de contester et de corriger. Un second cas éclaire l'impact précoce sur le terrain. Dans plusieurs zones rurales, des projets minières de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont mis en avant comme relais de croissance locale. Ils ne rivalisent pas avec les grandes exploitations industrielles, mais servent de vitrine politique, emplois créés, recettes fiscales mieux identifiées et promesses d'un lien plus direct entre extraction et services publics. Ces initiatives restent limitées, parfois fragiles, mais elles traduisent la volonté de rendre la réforme visible. Le fil conducteur reste la méthode impulsée sous Ibrahim Traoré. Plutôt qu'un choc frontal avec les acteurs étrangers, la stratégie privilégie des leviers administratifs et comptables censés produire des effets rapides sans rupture brutale. L'impact précoce apparaît donc ambivalent, des signaux de crédibilité renforcés mais des résultats encore partiels. Le point clé tient en peu de mots: transformer une posture nouvelle en bénéfice durable. Commençons par revenir à la situation d'avant, pour poser le décor. Pendant des années, l'or burkinabé suivait une trajectoire prévisible. Les concessions étaient majoritairement contrôlées par des entreprises étrangères, les contrats peu renégociés et les recettes publiques limitées par des mécanismes fiscaux jugés opaques. L'or sortait du pays, les chiffres entraient dans les rapports, mais la valeur ajoutée locale restait réduite. Dans ce décor, la souveraineté économique existait surtout comme discours, rarement comme instrument mesurable. La dépendance aux financements extérieurs structurait l'équilibre général et le secteur minier apparaissait comme un pilier fragile mais intouchable. Puis, un déclencheur politique vient modifier la trajectoire. Une décision politique assume une rupture de méthode. La nationalisation partielle des principales mines d'or est annoncée non comme une fermeture totale, mais comme une reprise de contrôle ciblée. Sous Ibrahim Traoré, le message est clair. Il ne s'agit pas de chasser les acteurs extérieurs, mais de redéfinir les termes du contrat. L'or doit cesser d'être seulement un métal exporté pour devenir un levier de souveraineté. Cette décision ne produit pas immédiatement des effets spectaculaires, mais elle modifie le cadre dans lequel toutes les autres mesures vont s'inscrire. Très vite, le rythme s'accélère et les mesures s'enchaînent. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés. Ils agissent comme un projecteur sur des pratiques longtemps invisibles. Volume sous-déclaré, coûts d'exploitation gonflés, impôts non acquittés. La dynamique dépasse le simple constat. Elle permet la récupération de milliards de dollars d'arriérés fiscaux, présentés comme une correction d'années de pertes cumulées. Dans le même mouvement, une idée s'impose. La souveraineté commence par la comptabilité et la rigueur, avant même la diplomatie économique. Le moment le plus marquant surgit ensuite à travers les chiffres annoncés. Les autorités annoncent 18 milliards de dollars de recettes issues des exportations d'or sur une année. Le chiffre est utilisé comme preuve d'un basculement et comme signal adressé au marché. Les réactions sont immédiates. Certains analystes évoquent un risque de désinvestissement et une fuite des capitaux. Des acteurs du secteur minier expriment leurs inquiétudes face à l'incertitude juridique. Pourtant, un élément central du récit vient contredire ces craintes. La production ne s'effondre pas. Elle est présentée comme stable, puis annoncée en hausse l'année suivante, à 70 tonnes, soit plus 20%. Cette séquence sert à montrer que la reprise de contrôle n'a pas paralysé l'activité. Après ce choc initial, les effets secondaires apparaissent et la réforme cherche à durer. La réforme cherche à tenir dans la durée. L'État met en avant une montée en capacité administrative, la poursuite des audits et la réaffectation des revenus vers des projets d'infrastructure, notamment dans la santé et l'éducation.
dans les zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont présentés comme créateurs d'emplois à Combremblé et comme relais de développement local. À ce stade, les résultats restent inégaux et fragiles, mais ils alimentent un récit de continuité. Sous Ibrahim Traoré, cette chronologie ne raconte pas une victoire achevée, mais une dynamique en cours. Chaque étape renforce la suivante, tout en exposant la réforme à de nouvelles tensions. L'équilibre entre ambition et stabilité devient alors la variable décisive. Au point de départ, la base est connue. Un secteur aurifère dominé par des acteurs extérieurs, des recettes publiques limitées et une capacité de contrôle étatique jugée insuffisante. Après la réforme engagée sous Ibrahim Traoré, le discours officiel insiste sur un écart mesurable entre ce qui était déclaré et ce qui est désormais comptabilisé. C'est cet écart, plus que le volume brut, qui sert de preuve centrale. Le premier indicateur concerne les recettes d'exportation. La base correspond à des flux importants mais faiblement captés par l'État, en raison de régimes fiscaux complexes et de pratiques de sous-déclaration. Le delta mis en avant est l'annonce de 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or sur une seule année. Ce chiffre est présenté comme un record national. Les autorités expliquent qu'il ne résulte pas d'un simple effet de prix, mais d'une combinaison de révisions contractuelles, d'audits fiscaux et de meilleure traçabilité. En d'autres termes, compter différemment aurait produit un résultat différent. Ce montant devient ainsi un signal de reprise de valeur plutôt qu'un indicateur conjoncturel isolé. Le deuxième indicateur porte sur la production physique. Avant la nationalisation partielle, la crainte dominante était celle d'un effondrement de l'activité, lié au retrait des investisseurs et à l'incertitude juridique. La base redoutée était donc une baisse rapide des volumes extraits. Le delta revendiqué va dans le sens inverse. La production est d'abord décrite comme stable, puis annoncée à 70 tonnes l'année suivante, soit une hausse de 20%. Cette progression est utilisée pour contredire les scénarios les plus pessimistes. Les autorités soutiennent qu'elle reflète moins une intensification soudaine de l'extraction qu'une réduction des volumes auparavant sous-déclarés et une meilleure supervision des opérations. La stabilité immédiate dans ce contexte est déjà présentée comme un succès. Le troisième indicateur concerne l'allocation interne des ressources. La base correspond à une dépendance structurelle à l'aide extérieure pour le financement des infrastructures et des services publics. Le delta avancé est une augmentation de 15% des investissements dans les infrastructures locales, évoquées par la Banque centrale. Ce pourcentage sert à illustrer un changement de circuit financier. Les revenus issus de l'or seraient davantage réorientés vers la santé, l'éducation et les équipements collectifs plutôt que de quitter immédiatement le pays. Chaque point de pourcentage est présenté comme un pas vers une autonomie budgétaire accrue. Pris séparément, ces chiffres restent discutables et récents. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Sous Ibrahim Traoré, l'argument n'est pas que la réforme a tout transformé, mais qu'elle a créé des deltas observables entre un avant et un après. Les chiffres deviennent alors des instruments politiques autant que des données économiques. La question demeure ouverte. Ces écarts résisteront-ils au temps et aux pressions extérieures ou ne marquent-ils qu'une parenthèse favorable? Les critiques du modèle avancent d'abord d'un argument centré sur l'investissement étranger. Selon eux, la nationalisation partielle et la réécriture des contrats créent une incertitude juridique durable. Dans un secteur minier fortement capitalistique, cette incertitude serait suffisante pour détourner les multinationales, ralentir les nouveaux projets et réduire les flux d'investissement directs. À terme, cette dynamique pourrait fragiliser l'économie nationale. Même si les recettes à court terme augmentent sur cette lecture, la confiance des marchés reste conditionnée à la stabilité des règles,
et toute modification perçue comme unilatérale comporte un coût élevé. Un second argument critique porte sur les capacités internes de l'État. Les opposants estiment que l'administration burkinabé ne dispose pas encore des compétences techniques, juridiques et financières nécessaires pour gérer efficacement un secteur aussi complexe. Ils soulignent les risques de mauvaise allocation des ressources, de corruption et de politisation de la gestion minière. Dans ce cadre, la reprise de contrôle serait moins un levier de souveraineté qu'un facteur potentiel de désorganisation, surtout dans un contexte sécuritaire déjà tendu. Ces deux thèses reposent sur des fragilités réelles et méritent d'être prises au sérieux. La réponse avancée par les autorités s'appuie toutefois sur les résultats mêmes de la réforme. Premièrement, la baisse ou la prudence des investissements étrangers n'a pas empêché l'État d'annoncer des recettes records grâce à la récupération d'arriérés fiscaux et à une meilleure captation de la valeur produite. L'argument est que la dépendance exclusive au capital extérieur était structurellement coûteuse et que sa réduction peut être compensée par une mobilisation accrue des ressources internes. Deuxièmement, la question des capacités est retournée par la pratique des audits. Ceux-ci ont permis d'identifier des sous-déclarations et des coûts gonflés, montrant que l'administration était capable de diagnostiquer et de corriger des dysfonctionnements anciens. Les défenseurs du modèle soutiennent que la compétence se construit par l'exercice du contrôle et non par sa délégation permanente. Sous Ibrahim Traoré, le risque n'est pas nié, mais intégré comme un coût de transition. Le cœur du débat n'oppose donc pas efficacité et souveraineté, mais deux conceptions du risque économique. L'une privilégie la stabilité perçue, l'autre accepte une phase d'incertitude pour tenter de rééquilibrer le rapport de force. Reste à savoir laquelle produira des effets durables. Jusqu'ici, le débat portait surtout sur des chiffres, des contrats et des audits nationaux. À mi-parcours, un autre élément modifie la lecture. La réforme cesse d'être uniquement burkinabé pour devenir un signal régional. Ce glissement est discret mais stratégique. Il repose sur l'idée qu'une souveraineté économique n'est crédible que si elle peut être observée, puis potentiellement reproduite au-delà d'un seul pays. Sous Ibrahim Traoré, ce point de bascule apparaît lorsque les résultats annoncés ne sont plus défendus comme des exceptions conjoncturelles, mais comme une méthode transférable. La nationalisation partielle, les audits systématiques et la stabilisation de la production sont présentés comme un ensemble cohérent, non comme une succession de coupes isolées. Le message implicite est clair. Ce qui a fonctionné ici pourrait fonctionner ailleurs, dans des contextes miniers comparables. Ce changement de focale transforme aussi les réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne regardent plus seulement le Burkina Faso, mais la possibilité d'un précédent. Dans le Sahel, où les économies minières partagent des structures proches, cette expérience est observée comme une option politique émergente. Le Mali et le Niger sont régulièrement cités comme terrain d'écho possible. À partir de ce moment, la question n'est plus seulement d'économique, elle devient géopolitique. Si l'or sert de levier, la diffusion de cette méthode peut redessiner des rapports de force régionaux, bien au-delà des mines elles-mêmes. Pour l'État, la première conséquence est à la fois budgétaire et symbolique. Les 18 milliards de dollars de recettes annoncées issues de l'or sont présentés comme un tournant dans la capacité de financement public. Elle permet de réduire certains déséquilibres, de renforcer la crédibilité des administrations et de justifier une réorientation des priorités nationales. L'État se met en scène comme un gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Cette posture accroît son autorité interne, mais elle élève aussi le niveau d'exigence. Plus les chiffres sont mis en avant, plus la pression pour produire des résultats durables s'intensifie. Sous Ibrahim Traoré, la légitimité politique se lie désormais étroitement à la performance mesurable.
Pour les entreprises, l'impact est contrasté et parfois ambivalent. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles du jeu. Certaines perçoivent cette évolution comme une source d'incertitude juridique, d'autres comme une clarification tardive mais nécessaire. En parallèle, des acteurs économiques locaux et régionaux bénéficient d'un espace accru. Longtemps marginalisés, ils sont mis en avant comme partenaires potentiels dans un secteur historiquement dominé par le capital étranger. Cette recomposition ne signifie pas une exclusion des investisseurs extérieurs, mais un rééquilibrage progressif où la rentabilité s'accompagne d'exigences plus élevées de transparence et de conformité. Pour les citoyens, les effets sont moins immédiats, mais plus sensibles sur le long terme. Les autorités établissent un lien explicite entre la récupération d'arriérés fiscaux, l'augmentation des recettes minières et le financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont associés à la création d'emplois et à une dynamisation locale. Toutefois, ces bénéfices restent inégaux et largement dépendants de la capacité administrative à transformer des flux financiers en amélioration visible du quotidien. L'attente sociale devient ainsi un facteur de pression supplémentaire. Pour la région enfin, l'impact dépasse le cadre strictement économique. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs de gestion des ressources. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des secteurs stratégiques. Cette dynamique nourrit une logique d'émulation, mais aussi de tension. Si plusieurs pays adoptent des stratégies similaires, les rapports avec les partenaires traditionnels et les institutions internationales pourraient être redéfinis à l'échelle régionale. Sous Ibrahim Traoré, ces conséquences sont intégrées dans un récit cohérent. L'or n'est plus seulement une source de revenus, mais un vecteur de recomposition politique et sociale. La question centrale demeure: ces effets, aujourd'hui localisés et mesurables, peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres? Un scénario de base dessine une stabilisation prudente. Si les réformes actuelles se poursuivent sans accélération ni recul, les acquis récents pourraient se consolider. Les recettes issues de l'or resteraient élevées sans nouvelle flambée, tandis que la production se maintiendrait autour des niveaux annoncés. L'État renforcerait ses mécanismes d'audit et de contrôle, mais sans transformer profondément la structure économique. Les relations avec les investisseurs étrangers demeureraient prudentes, parfois tendues, mais fonctionnelles. Dans ce cadre, la souveraineté économique s'ancrerait comme un nouvel équilibre, ni triomphal, ni déstabilisant, reposant sur la continuité administrative plutôt que sur des annonces spectaculaires. Un scénario optimiste suppose une extension maîtrisée de la dynamique. Si les chiffres gagnent en crédibilité et si la production continue de progresser, le modèle pourrait entrer dans une phase d'expansion contrôlée. Les revenus miniers renforceraient davantage le financement d'infrastructures et stimuleraient des investissements locaux et régionaux. La souveraineté deviendrait alors un argument d'attractivité plutôt qu'un facteur de méfiance. Les partenariats diversifieraient avec un poids croissant d'acteurs régionaux et l'expérience burkinabé pourrait servir de référence opérationnelle au Sahel. Cette trajectoire repose toutefois sur une condition clé: transformer les recettes en résultats visibles et durables pour la population. Un scénario pessimiste met l'accent sur les tensions. Si les pressions géopolitiques s'intensifient ou si des sanctions apparaissent, le pays pourrait faire face à un isolement progressif. La baisse des investissements et les contraintes logistiques pèseraient alors sur la production et sur les finances publiques.
Les recettes exceptionnelles deviendraient difficiles à maintenir et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Dans ce contexte, la tentation d'un ajustement rapide, voire d'un retour partiel à des pratiques antérieures, pourrait émerger. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire, mais à cadrer un choix stratégique. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Pensée en condition. Si les leviers internes sont consolidés et si les alliances régionales se renforcent, alors la trajectoire peut rester ascendante. Sinon, le coût de la souveraineté pourrait s'alourdir plus vite que prévu. À ce stade, la réforme commence à toucher des cercles sociaux distincts, chacun avec des attentes spécifiques et des marges de manœuvre inégales. Pour une première catégorie, celle des travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière, l'enjeu central est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets de plus petite échelle soutenus par l'État sont présentés comme des opportunités complémentaires aux grandes mines industrielles, souvent peu intégrées aux économies locales. Si ces initiatives se maintiennent, elles peuvent offrir des débouchés concrets, même limités. Si elles s'interrompent, leurs effets risquent de disparaître rapidement, renforçant la précarité existante. Pour un deuxième groupe composé des entrepreneurs et des cadres de l'administration, la réforme est avant tout une affaire de règles. La généralisation des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient les pratiques établies. Certains y voient une contrainte supplémentaire, d'autres une chance d'évoluer dans un environnement plus lisible. Ici, la cohérence de l'action publique devient déterminante. Si les règles sont appliquées de manière constante dans le temps, la prévisibilité peut progressivement remplacer la méfiance. À l'inverse, toute variation perçue comme arbitraire fragiliserait la crédibilité recherchée. Pour un troisième ensemble, plus large, celui des citoyens urbains et des jeunes, l'impact est surtout symbolique. La récupération de la valeur des ressources alimente une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale et de capacité collective à reprendre la main. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves tangibles. Si les services publics ne s'améliorent pas de façon perceptible, le récit risque de perdre de sa force mobilisatrice. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste modeste mais réel. S'informer, suivre l'utilisation des recettes publiques et soutenir des initiatives locales constituent des leviers cumulables. La réforme n'impose pas une adhésion totale, elle invite à une vigilance active. La question clé pour chacun demeure simple. Ces transformations se traduisent-elles déjà dans le quotidien ou restent-elles confinées au discours et aux chiffres? Pour que la réforme dépasse le stade de l'impulsion initiale, une séquence d'exécution claire est mise en avant, avec des responsabilités identifiées et des indicateurs suivables. Première étape, consolider le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et systématiques avec des équipes dédiées, des calendriers publics et des méthodes homogènes. L'objectif n'est pas seulement de détecter des écarts, mais d'empêcher leur reconstitution. Sous Ibrahim Traoré, le critère de succès se lie dans la rapidité de détection et de correction des anomalies fiscales. Deuxième étape, sécuriser l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont annoncées comme fléchées vers des postes précis: santé, éducation, infrastructure. Cette promesse suppose des mécanismes de suivi budgétaire transparents, avec des rapports périodiques accessibles. La mesure n'est pas le montant collecté, mais la traçabilité entre une recette minière et un projet livré dans les délais. Troisième étape, renforcer les capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences juridiques, financières et techniques. Le plan met l'accent sur la formation des agents, la stabilisation des équipes et la capitalisation des savoirs.
Ici, l'indicateur est la continuité institutionnelle. Moins de ruptures, plus de spécialisation et une courbe d'apprentissage visible. Quatrième étape, élargir le cercle des partenaires sans renoncer au contrôle. L'État cherche à diversifier ses alliances en donnant davantage de place aux acteurs locaux et régionaux afin de réduire la dépendance à quelques grands groupes. Le succès se mesure à la diversité des partenariats et à la conformité accrue plutôt qu'au volume brut de capitaux. Dernière étape, inscrire la réforme dans le temps politique. Pour Ibrahim Traoré, la durabilité tient à la transformation d'une décision de rupture en norme administrative. Si les règles survivent aux pressions et aux cycles, la souveraineté économique cesse d'être un slogan et devient une pratique. Le récit revient aux lieux et aux objets évoqués plus tôt, des concessions minières longtemps perçues comme lointaines, des audits techniques jugés arides, des chiffres recomptés ligne après ligne. Ces éléments, autrefois abstraits, acquièrent une valeur symbolique nouvelle. Ils incarnent une tentative précise, transformer une ressource invisible en fondation politique tangible. Le motif se referme là où il a commencé, dans cette volonté de rendre mesurable ce qui relevait auparavant du discours. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas présentée comme une victoire définitive. Elle est racontée comme un déplacement durable du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'aune des exportations, mais à sa capacité à renforcer l'autonomie d'action de l'État. Cette retenue narrative donne sa tonalité émotionnelle au processus. L'espoir est réel, mais constamment tempéré par la conscience de la fragilité. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'attente d'un État capable de reprendre la main sur son destin économique. De l'autre, la lucidité sur les pressions extérieures, les limites administratives et le risque d'essoufflement. Chaque chiffre devient alors un rappel. La souveraineté n'est jamais acquise une fois pour toutes. La phrase qui s'impose, courte et sans emphase, agit comme un clou final. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Elle résume à la fois la promesse et la mise en garde qui accompagnent cette trajectoire. L'expérience menée au Burkina Faso ne demande ni adhésion immédiate, ni rejet automatique. Elle invite plutôt à un suivi attentif des signaux concrets, la transparence réelle des audits, l'utilisation traçable des recettes et les effets visibles sur les services publics et l'emploi local. Ce sont ces indicateurs, plus que les déclarations politiques, qui permettront d'évaluer si la méthode tient dans le temps. Au-delà d'un cas national, le débat renvoie à une question plus large, partagée par de nombreux pays riches en ressources. Jusqu'où un État peut-il aller pour reprendre le contrôle de ses richesses sans rompre des équilibres dont il dépend encore? Entre autonomie et interdépendance, la frontière reste étroite et chaque choix comporte un coût économique et politique. Pour le lecteur, l'enjeu est exigeant mais clair. Rester informé, confronter les promesses aux résultats et refuser les récits trop rapides, qu'ils soient triomphalistes ou alarmistes. La discussion gagne à être collective, fondée sur les faits et inscrite dans la durée. Alors, selon vous, quels critères devraient primer pour juger si ce modèle de souveraineté peut réellement s'inscrire dans le temps? La stabilité des chiffres, l'amélioration tangible des services rendus ou la capacité à résister aux pressions extérieures?